Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis accompagné du docteur David Oer. David, bonjour. Bonjour David. Et pour cette vidéo, nous ne sommes pas seuls puisque là nous avons à peu près 40 ou 50 personnes devant nous. Alors vous les voyez pas, vous les entendez pas, mais je vous garantis, ils sont bel et bien là. Et nous sommes en réalité à Nancy, dans cette magnifique ville que tout le monde a grandement appréciée et en formation cohérence cardiaque, donc avec David Oer. Et David Oer, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'expert, ça n'engage que moi, mondial de la cohérence cardiaque. Non, vas-y. Mondial. Qui a écrit ce livre Cohérence cardiaque 365 que je vous recommande. Et donc j'ai quelques questions à te poser que je relate. Qui viennent de la part des personnes qui sont ici. Voilà, qui viennent de tout le monde. Et la première question, c'est quel est le lien entre cohérence cardiaque et système immunitaire ? Oui, d'accord. Alors, nous avons longuement parlé de la répartition de notre système nerveux autonome d'adaptation. On a une branche d'activation, adaptation par le mouvement musculaire, système nerveux sympathique, et une branche de réparation, récupération, restauration, le système nerveux parasympathique. Et notre équilibre de santé passe par un système nerveux autonome équilibré. Qu'est-ce que l'immunité ? C'est de la réparation, c'est de la prévention, c'est du parasympathique. Et un renforcement du système nerveux parasympathique par la pratique régulière de la cohérence cardiaque ou une réduction relative du sympathique au profit du parasympathique renforce la réponse immunitaire. C'est bien connu aussi, par exemple, les personnes qui ont un herpès labial savent très bien que très souvent ça survient à la suite d'un stress, il y a une baisse de l'immunité et donc un virus qui est présent s'exprime par une manifestation cutanée. Et c'est exactement la même chose, et ça a été dosé, j'en ai pas parlé, mais on a une augmentation de la pratique de la cohérence cardiaque par le dosage des immunoglobulines A qui se mesure aussi par des dosages salivaires, et on voit que la pratique régulière de la cohérence cardiaque entraîne l'augmentation du système immunitaire uniquement parce qu'on stimule aussi le parasympathique qui est le porteur du système immunitaire. Alors par essence, on peut dire que quand on est à l'approche de l'hiver, par exemple, faire de la cohérence cardiaque, ça peut prévenir certaines pathologies hivernales ? Moi j'aime bien qu'on fasse la cohérence cardiaque 365 jours par an déjà. Donc tout le temps. Donc, les années bissextiles, on peut être dispensé pendant une journée. Voilà. Oui. Non, mais, je veux dire, c'est véritablement, alors on me pose la question, alors je vais en faire toute ma vie. Oui, je veux dire, ça devient mode de vie, ça devient style de vie, presque à le rendre que ça manque quand on ne le fait pas, et ça demande la ritualisation. Mais c'est vrai qu'on peut renforcer, et il est certain qu'une pratique régulière a un impact sur une augmentation de la résistance aux maladies en particulier. Alors justement, si on parle de maladie, est-ce qu'on peut considérer que la pratique régulière de la cohérence cardiaque, donc cohérence cardiaque 365, pratique régulière, peut nous aider à prévenir certaines maladies, de la prévention? Je pense que c'est dans ce domaine-là que c'est le plus efficace. La cohérence cardiaque, on la propose en prévention primaire, c'est-à-dire en mettant en place des ressources d'autoprotection, et donc ça comprend bien sûr le système immunitaire, ça comprend une meilleure adaptation par une augmentation du sympathique et du parasympathique. La cohérence cardiaque augmente notre système d'adaptation, mais on parle de prévention secondaire, c'est-à-dire prévention qu'une fois qu'on est malade, on va donner au corps les possibilités d'accélérer sa récupération, sa guérison, et de prévention tertiaire. Après une éventuelle maladie, ça va éviter les rechutes ou les récidives. Et ça fait partie d'un ensemble de pratiques. Dans le cas du cancer en particulier, c'est publié. La simple exercice physique réduit les risques de récidive. Et on rentre dans ce cadre de style de vie, de pratiques extrêmement simples qui vont permettre d'éviter les récidives ou les rechutes. Très bien, alors presque à consommer sans modération, mais il va y avoir une question tout à l'heure sur ça, donc on va en reparler. On vient de parler de prévention de certaines maladies. Est-ce qu'on peut dire que de faire de la cohérence cardiaque régulièrement, dans le cas où on est malade, on a une maladie, peu importe laquelle, peut nous aider à potentialiser les chances de guérison de cette maladie ? Bien sûr, et c'est pas par l'impact directement
thérapeutique de la cohérence cardiaque. C'est en renforçant le système de réparation et de guérison, qui est le parasympathique, en réduisant le côté parfois agressif du système sympathique, on va avoir un effet de potentialisation des traitements. Et encore une fois, je suis médecin et je ne vais pas dire ne prenez plus de médicaments, non. Je veux dire, c'est un complément qui peut parfois permettre de réduire les doses, parfois permettre de mieux supporter certains traitements, mais il faut le voir comme complément d'accompagnement d'un traitement, quel que soit ce traitement. Alors dans le livre Cohérence cardiaque 365, tu dis l'effet principal d'une séance de cohérence cardiaque est l'équilibrage, le recentrage émotionnel et la modulation du cortisol, hormone du stress. Alors quelle maladie est-ce qu'on pourrait prévenir par rapport à cette, entre guillemets, cette hypercortisolémie ? 80 à 90% des pathologies de médecine générale peuvent être attribuées à ce déséquilibre de notre système d'adaptation au profit du système sympathique, est directement lié au stress et à ses conséquences, directement lié à un rapport cortisol sur DHA élevé. Et donc toutes ces maladies, mais ce sont les maladies de la civilisation, toutes ces maladies, l'hypertension artérielle, le syndrome métabolique, les maladies métaboliques et tout ce qui est lié à l'anxiété, la dépression, le burn-out, l'épuisement professionnel. Donc c'est quand même un très large spectre de pathologies qui peuvent être prises en charge à titre préventif par la cohérence cardiaque. Et on estime que c'est 8 à 9 consultations sur 10, une consultation de médecine générale est directement liée à ce déséquilibre. Il faut aussi rappeler que 100% des maladies s'accompagnent ou sont causées par un déséquilibre du système nerveux autonome, dans la plupart des cas au détriment du système parasympathique. Alors une autre question, mais je me doute de la réponse. Est-ce que quand on fait de la cohérence cardiaque, ça veut dire qu'on peut, voire qu'on doit, se détacher de la médecine ? Non. Je m'en doutais. Moi j'aime bien considérer, c'est vrai que j'ai fait partie de la fondation de l'Institut de médecine intégrative de Paris. Je suis toujours consultant au centre de médecine intégrative de Montréal et moi je milite pour une médecine intégrative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'allopathie, les médecins, les médicaments d'un côté et puis les médecines complémentaires où qu'on parle de parallèles. Ce que je n'aime pas dans le terme parallèle, c'est que les parallèles normalement ne se rejoignent jamais. Et moi j'aimerais des parallèles qui se rejoignent et que prendre en compte et les acquis de nos médecines traditionnelles. Il faut quand même savoir sympathique et parasympathique, ça s'appelle le yin et le yang aussi dans les médecines traditionnelles. Et donc nous utilisons des techniques, des pratiques, des fondements qui ont des millénaires. Je pense à la marche afghane. C'est une marche méditative où les personnes qui font ça depuis des milliers d'années de documentation de la marche afghane, on compte ses pas et on respire en fonction de ses pas. Donc c'est de la cohérence cardiaque en marche. Et donc on utilise des techniques, et moi je suis vraiment pour prendre tout ce qui fonctionne, tout ce qui marche, et très souvent, ce que j'aime bien avec l'explication de la variété cardiaque, c'est qu'on a une base explicative pour expliquer ce qu'on fait. Et c'est ce que j'aime avec la respiration, et ce que j'aime avec mon tableau que j'appelle l'équilibiogramme. On arrive quand même à comprendre des processus qu'on utilise parfois de façon intuitive. Alors précisons quand même que la cohérence cardiaque, c'est, tu me dis si je me trompe, à peu près 16 000 publications médicales, scientifiques. Il y a une petite erreur, c'est pas sur la cohérence cardiaque, sur la variabilité de la fréquence cardiaque qui est le fondement de la cohérence cardiaque. C'est variété cardiaque, c'est 16 000, c'est pas 16 000 sur la cohérence cardiaque qui est une pratique respiratoire. Il y en a beaucoup moins sur la cohérence cardiaque, pas autant que je le voudrais. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait plus de publications. Mais sur la variabilité cardiaque, le fondement du tableau, l'équilibiogramme, c'est 16 000 études publiées sur PubMed. Cohérence cardiaque, c'est beaucoup moins. Mais on y vient d'avoir des publications. On y arrive. On y arrive. Bon, moi j'ai compris que la cohérence cardiaque c'est super, c'est facile, vous avez lu le livre, vous avez acquis la technique. En combien de temps est-ce que je peux espérer, à condition de faire comme tu décris 3 fois par jour, 6 mouvements respiratoires par minute, 5 minutes par exercice, en combien de temps je peux obtenir des résultats ? Alors les résultats observables, c'est assez intéressant parce que je crois qu'il y a très peu de pratiques de type non médicamenteuse qui ont des résultats aussi rapides. Et je vais ranger ça dans la classe des thérapies ultra courtes. En général, et quand je dis en général, c'est peut-être 8 à 9 fois sur 10, vos patients et clients auront observé un résultat entre la première et deuxième consultation. Si la deuxième consultation survient à peu près
à 3 semaines au plus de la première. Donc c'est moins d'un mois en général. Oui, c'est assez rapide. Moi, c'est ce que je constate aussi déjà sur moi quand je m'y suis mis, et également sur les patients, sur les personnes, clients, peu importe, que vous pouvez accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel, complémentaire à la médecine. Et à consommer sans modération, est-ce que c'est juste? À consommer sans modération, si on fait 5, 10, 15 fois par jour? Bien sûr qu'on peut faire autant qu'on veut. D'ailleurs, je crois qu'il est plus licite d'augmenter le nombre de séances que la durée. Une durée de 5 minutes, si on fait 10, c'est un peu mieux, mais le gain est quand même négligeable. On ne double pas l'amplitude, jamais. Le maximum, c'est 20 minutes. Toutes les petites études qu'on a faites et les publications montrent qu'au bout de 20 minutes, il n'y a pas d'augmentation d'amplitude. Au contraire, il y a une certaine baisse après. Et même, il y a toujours un échappement, parce que c'est quand même un état non physiologique. Et le corps n'aime pas cet équilibre-là, il aime quand même l'adaptabilité, donc il y a une déconnexion de la cohérence cardiaque au bout d'un certain temps pour repasser en mode automatique. Et 5 minutes, c'est un excellent compromis, mais si on fait 5 fois 2 minutes, ça marche aussi. Et c'est vraiment la répétitivité, et 5 minutes, on a un effet sur plusieurs heures, à 3 minutes aussi. Mais donc je préfère qu'on fasse plusieurs séances que des séances longues. Ouais. Oui, c'est bon. Très bien, ok. Alors, quelques spécificités. Performance sportive et cohérence cardiaque, donc quel est l'intérêt pour des personnes qui seraient amateurs ou des personnes qui feraient du sport, mais plutôt de haut niveau? Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, il y a 2 intérêts principaux. Un intérêt dans la préparation mentale. Ouais. Il y a toujours le facteur trac, toujours le facteur désir de performance, perfectionnisme de la performance qui est contre-productif. Il y a même 3 intérêts. Un autre intérêt, c'est quand même, et qu'on a surtout dans le sport, il y a certains logiciels qui sont spécifiques à ça, c'est le surentraînement. Le surentraînement est souvent défavorable parce qu'un sportif de haut niveau va chercher à avoir les meilleurs résultats. Et si ces résultats baissent, il va avoir tendance à s'entraîner davantage, à stimuler davantage le système sympathique. Et parfois, ça entraîne un épuisement de type burn-out, d'un type épuisement même surrénalien. Et si les résultats vont baisser, il va s'entraîner encore davantage. Et lorsqu'on fait des enregistrements de la variété cardiaque, et les logiciels existent, alors là c'est le premier domaine qui a été intéressé par l'amplitude de la variété cardiaque, encore aujourd'hui avec énormément de produits, même de spécialistes, c'est le surentraînement est contre-productif. Et il existe des logiciels sur iPhone, donc qui tous les matins pour les sportifs, ils enregistrent leur variété cardiaque, ils vont leur donner un feu rouge, ne t'entraîne pas aujourd'hui, un feu orange, tu peux t'entraîner moyennement, un feu vert, aucun problème, en fonction de la variété cardiaque, pour toujours rester dans une zone optimale. Donc il y a ça, et il y a la préparation mentale, éviter le surentraînement, et c'est le surentraînement dans la variété cardiaque, ça date des Jeux Olympiques de Sydney, donc c'est pas hier, je ne me rappelle même plus quand c'était, mais c'est pas hier. Et donc ça existe depuis longtemps. Et troisièmement, au niveau ressources, la dépense musculaire, c'est quand même du sympathique, c'est quand même le cortisol, c'est de la mobilisation d'énergie, et donc on ne renforce pas le parasympathique au détriment du sympathique, on renforce les deux, on les équilibre et on renforce les deux. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant. Très bien. Donc cohérence cardiaque et prévention de certaines maladies, oui. Potentialiser les chances de guérison, oui. Cohérence cardiaque et performance sportive, on vient d'en parler, oui. Et cohérence cardiaque et poids. Parlons-en. Dans le livre Maigrir par la cohérence cardiaque, tu dis, dans 9 cas sur 10, c'est parce qu'on gère mal son stress qu'on grossit ou qu'on ne maigrit pas. Oui, le stress est à la base d'un déséquilibre du système nerveux autonome. Le poids. Qu'est-ce qui régule mon poids? Le poids fait partie des besoins essentiels de l'organisme. C'est la première ligne de la pyramide de Maslow des besoins essentiels. Le poids, c'est du 100% reptilien. Le poids, c'est du 100% système nerveux autonome. Le poids n'est pas géré par le cortex, même pas par le cerveau limbique. Le poids, c'est du pur reptilien. Il n'y a pas de lézard obèse, donc ça passe par là. C'est les seuls animaux obèses, c'est les animaux domestiques qui vivent avec nous. Et le poids, c'est une gestion automatique. Le problème actuel du stress, le stress, c'est une hormone de gestion énergétique. Nous sommes programmés comme à l'ère des dinosaures, et ça j'aime bien le répéter parce que c'est la vérité, où la nourriture n'était pas forcément très disponible, où il y avait des saisons, et c'est-à-dire dès qu'on est dans une situation de disette, de famine, eh bien mon corps va se préparer à l'hiver, qui du temps des dinosaures pouvait être très long. Et nous sommes encore programmés, en cas de baisse de l'apport alimentaire,
eh bien, le stocké, c'est l'insuline et le cortisol qui sont directement corrélés. Et le problème d'un régime très hypocalorique, il va nous mettre physiologiquement en disette, en famine. Et au bout de quelques jours, le corps va se dire, oh, c'est l'hiver qui arrive, ça va être difficile, et il y a un problème de stockage. Il y a déjà ça. Ça, c'est le côté physiologique. Et puis, il y a le côté émotionnel. Nous sommes attirés vers les aliments riches, vers les aliments gras et sucrés, en compensation. Hein, on est attiré, on a envie, quand on est frustré, quand on est triste, de compenser d'une façon et d'une autre. Et c'est souvent par l'alimentation, et ça marche dans une certaine mesure. Et donc on a à la fois le côté physiologique, et d'ailleurs l'amplitude de la variété cardiaque qu'on mesure avec nos logiciels, l'amplitude de la variété cardiaque est corrélée au tour de taille, au périmètre abdominal. Le périmètre abdominal mesure les réserves de graisse. La graisse, c'est la façon de stocker les calories. Le glucose ne se stocke pas, hein, donc le glucose circule, mais il est stocké, déstocké sous forme de triglycérides, sous forme de graisse. C'est une forme de stockage calorique. Et donc l'amplitude de la variété cardiaque est liée au cortisol, à l'insuline, à la résistance cellulaire à l'insuline et le périmètre abdominal. Et donc c'est directement lié au stress. Et il est très difficile à long terme d'avoir une régulation à long terme efficace, surtout après une perte de poids, s'il n'y a pas une prise en charge. Les raisons qui ont fait au début que le poids c'est déséquilibré. Je ne parle pas des maladies métaboliques, des maladies endocriniennes, qui sont dans le domaine de l'obésité, pas la majorité quand même. Très bien, intéressant. Alors, une autre question, là je sors un petit peu du cadre entre guillemets scientifique. Imaginons, je suis chez le dentiste. Il y en a dans la salle, il y en a parmi vous qui nous regardez, ou chez l'ORL, et puis je ne peux pas respirer comme j'aimerais respirer, comme j'ai l'habitude de faire quand je fais de la cohérence cardiaque, puisque le soin dentaire impose que j'ai la bouche que je conserve la bouche grande ouverte. Est-ce qu'en imaginant dans ma tête que je fasse de la cohérence cardiaque, eh bien, est-ce que ça peut avoir un impact sur ma physiologie, juste imaginer la cohérence cardiaque? Oui. Oui, alors dans ce cas, il est quand même préférable d'avoir mis en place une pratique de cohérence cardiaque, parce que très rapidement, en quelques mois, elle va devenir non respiratoire. C'est-à-dire, le simple fait d'avoir l'intention peut déclencher un état de cohérence cardiaque. C'est sûr, si on a du matériel pour le valider, ça vaut le coup, mais je connais, puis je pratique depuis très longtemps, que le simple fait de décider avec une intention de faire la cohérence cardiaque peut induire un état. Et là, on rentre dans le cadre de l'induction que j'appelle cognitive, c'est-à-dire je décide de me mettre en cohérence cardiaque, et c'est même pas décider de respirer, parce qu'on pourrait aussi, on peut quand même avoir une respiration même chez le dentiste, alors qu'on est quand même pas mal bloqué, mais ça fonctionne aussi. Mais ça demande un apprentissage. Bon, je me doutais de la réponse parce que moi je l'ai testé pour moi chez le dentiste et effectivement ça fonctionne très très bien. Alors je fais un lien ou pas avec le dentiste, il ne faut pas que les dentistes m'en veulent, il ne faut pas m'en vouloir. Dans le livre Cohérence cardiaque 365, page 90, tu parles de situations difficiles, prévisibles. Oui. Et donc on peut faire de la cohérence cardiaque sur ces situations. C'est le futur incertain. C'est-à-dire... je prends l'exemple que j'ai accompagné plusieurs personnes, c'est dans les deuils programmés, je veux dire, soit une personne âgée, soit une personne malade, et c'est vrai qu'on avait avec David Servan-Schreiber mis en place un programme dans le domaine du cancer. Ça l'intéressait au premier plan, et puis on avait voulu mettre en place une formation à la fois pour les patients, la famille et les thérapeutes, puis elle n'a jamais eu lieu en raison de sa propre maladie. Et c'est vrai qu'on a travaillé la mise en place, une préparation au deuil, à la fois pour la personne, mais aussi surtout pour l'accompagnement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette pratique de la cohérence cardiaque, je ne vais pas dire d'insensibilisation, mais de stabilisation émotionnelle, de pouvoir traverser une situation difficile, même par anticipation. Et c'est presque une désensibilisation d'un stress pré-traumatique. Donc mettre en place en imagerie mentale cette situation malheureusement prévisible et de pouvoir déjà presque la prédigérer. Et j'ai beaucoup de mal à parler de ça parce que toutes ces situations ont été extrêmement douloureuses pour les personnes qui l'ont vécu. Mais par contre, j'ai de très beaux souvenirs de personnes, y compris dans ma propre famille,
qui ont préparé le décès de quelqu'un de cher qui était programmé par la médecine, par la maladie, et que ces personnes après, l'entourage soit venu dire un tel ou une telle, il a été d'une dignité, d'un calme, il a servi d'encouragement par rapport aux autres. Et donc, là je parle d'un cas extrême qui est le deuil, mais on peut faire une préparation, une désensibilisation au stress pré-traumatique. Alors je fais le lien naturellement, on parle de deuil, avec les soins palliatifs. Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières et de soignantes dans la salle ou qui regardent cette vidéo. Soins palliatifs et cohérence cardiaque. Alors, on a de nombreuses infirmières, de nombreux psychologues et psychothérapeutes formés, parce qu'à ce jour, j'ai dépassé 2000 professionnels formés, et qui l'utilisent à la fois à titre personnel, pour la personne donc concernée, mais surtout pour l'entourage, de pouvoir être en présence de cette personne, être parfaitement stable émotionnellement et calme, et ça ne nous transforme pas en zombies insensibles. Au contraire, je pense que ça augmente notre relation affective en enlevant tout ce poids émotionnel, et ça a véritablement un effet, surtout si on fait des petites séances, ce que j'appelle une respiration synchrone, c'est de respirer par petite touche de 1-2 minutes avec la personne, ça change vraiment quelque chose dans la relation. Au-delà de tout ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Bien sûr, bien sûr. Cohérence cardiaque et désensibilisation, je pense notamment aux phobies. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas dire de femmes, de personnes qui ont peur des araignées. Est-ce que ça aide la cohérence cardiaque? Il y a autant de femmes qui ont peur des araignées que d'hommes qui ont peur des femmes, mais ça c'est autre chose. Oui, bien sûr. Alors là, c'est vraiment, nous avons mis en place des protocoles directement dérivés des TCC par exposition, c'est-à-dire ça se fait comme l'exposition en TCC. On part du principe que si je suis en présence d'un agent phobique, prenons une araignée, si j'arrive à mettre une araignée en plastique sur cette chaise-là, si j'arrive à rester ici et que je note le niveau de stress, 0,7, 5, 10 minutes après, ça sera peut-être, si je reste là, à 4, et 10 minutes après, peut-être à 3. Donc la fois d'après, on va mettre une véritable araignée dans un bocal, elle bouge, mais c'est fermé, avec des trous pour l'air. Et là aussi, niveau stress maximum, au bout de 5-10 minutes, elle baisse. La fois d'après, l'araignée court sur la chaise, mais elle ne peut pas descendre. Donc là, c'est déjà un peu plus difficile. Et donc, par exposition progressive, on part du principe que l'habituation, si je reste en place avec l'araignée là, je finis par m'habituer, heureusement. On fait la même chose avec la cohérence cardiaque, mais là, on enlève l'espace, le temps. C'est-à-dire, avec la cohérence cardiaque, je me mets en neutralité, ce que j'appelle la pesanteur émotionnelle, et on gagne énormément de temps en exposition. Et ça fonctionne très bien, c'est très bien codifié, c'est l'exposition en imagination mentale et la cohérence cardiaque. Très bien, bon, puis je sais qu'il y a au moins 2 personnes dans la salle là qui se reconnaissent dans ça par rapport aux araignées, je les salue, et peut-être d'autres là sur la vidéo. Tu as également écrit ce livre Intuition, avec un co-auteur que je vous recommande, un formidable livre, et une phrase a particulièrement retenu mon attention, et je parle d'intention. L'intention, c'est l'attention portée vers le futur. Est-ce que donc la cohérence cardiaque peut nous aider à réussir à atteindre un but, peu importe lequel? Ah mais certainement. Et là, on utilise beaucoup l'imagerie mentale, beaucoup la gestion aussi de ma capacité de m'adapter. Et là, dans le cadre de ce livre, c'était de faire confiance à des pressentiments, des prémonitions, c'est-à-dire des émotions que mon corps ressent par rapport à un événement possible ou probable. Et cette phrase est tirée de ce contexte-là, où je porte une attention pas forcément sur le moment présent, mais sur un moment futur qui peut être incertain, qui peut être dangereux. Et je crois qu'il a été tiré du chapitre qui parle des dilemmes. Préparer dilemme, c'est en fait préparer deux futurs incertains. Et donc on peut les passer en imagerie mentale. S'il y a c'est 2 mauvaises décisions, un dilemme, parce que sinon ce ne serait pas un dilemme, ce serait un choix agréable. Et là, je vais souffrir dans un cas comme dans l'autre. Et donc, on peut préparer à l'avance
Les deux hypothèses. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, pour l'avoir recommandé, pour avoir suivi des patients qui ont fait ça, je parle dans des décisions importantes où il y a un impact émotionnel, pas si je dois choisir frites ou salade au restaurant. C'est dans des choix qui vont impacter ma vie, la vie de ma famille. On peut passer en imagerie mentale soit les conséquences d'un choix et les conséquences de l'autre choix. Ça prend un certain temps. Moi, je le fais avec un outil que j'appelle le spectrogramme qui va permettre de mesurer le poids émotionnel et de voir à l'écran le poids émotionnel d'une pensée, d'une émotion attachée à une décision. Et on peut travailler ça jusqu'à ce qu'un des deux plateaux de cette balance d'incertitude devienne neutre. Alors, je ne dis pas que c'est la bonne décision, mais c'est celle à laquelle mon corps s'accorde le plus, en étant perçue comme étant la moins dangereuse. C'est précisément ce qui est sur la couverture du livre que vous voyez. Apprenez à écouter votre voix intérieure pour prendre les meilleures décisions. Donc là, je pense que les coachs, les mentors font un lien absolument très intéressant entre la cohérence cardiaque, la prise de décision pour atteindre un objectif, pour éventuellement changer de voie dans sa vie, etc. Bien sûr, parce que justement pour changer de profession, changer de pays, changer de travail ou de ville, c'est très beaucoup de paramètres. Et donc c'est vrai qu'on peut se projeter, et c'est cette intention-là dont je voulais parler, se protéger en se projetant justement dans l'avenir et voir comment mon corps va réagir. Et c'est des protocoles, il y a 31 exercices dans ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit sur plusieurs années, avec des recueils. Et pour la petite histoire, on m'avait annoncé que c'était difficile pour un médecin de parler de prémonition, de pressentiment. Je n'ai pas eu une seule remarque désobligeante de la part du corps médical ou scientifique. Et j'ai toutes les semaines, et ce livre c'est le 3e que j'ai écrit il y a longtemps, je reçois toutes les semaines encore des courriels qui commencent toujours de la même façon, de la part de scientifiques ou de médecins, et j'en ai toutes les semaines. Je viens de lire votre livre Intuition avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous raconter une histoire que je n'ai jamais dite à personne. Et je peux actuellement, j'ai assez de courriels pour écrire Intuition 2, vos intuitions. Ouais. Pour bientôt. J'espère. Bon, on croise les doigts. Ouais. En tout cas, super livre. Moi, je considère que c'est vraiment un excellent livre de développement personnel. Donc, je vous le recommande vraiment. Page 75, cohérence cardiaque, 365, tu parles de pensée intrusive lorsqu'on réalise les exercices de cohérence cardiaque. Est-ce qu'il faut les éviter? Si oui, comment les éviter, ces pensées intrusives? On en fait quoi? Alors déjà, les éviter, c'est une action qui prend le cortex, et déjà les éviter nous fait sortir de cohérence cardiaque. Là, c'est vraiment la base de la méditation. La méditation, c'est accepter d'être ici et maintenant, assis, à l'écoute de mon corps, et d'accepter que des pensées passent comme des nuages dans le ciel. L'objectif de la méditation, c'est de regarder passer ces nuages, et s'ils sont noirs, ne pas considérer que c'est des émotions, juste laisser passer. Et la cohérence cardiaque permet un raccourci vers ça, c'est-à-dire je me mets dans un état d'apesanteur émotionnelle. Et ce qui ressort au niveau de mon équilibre, c'est que l'état de cohérence cardiaque me met dans cet état de non-émotion. Il est certain que les pensées intrusives arrivent, mais pour pratiquer et la méditation et la cohérence cardiaque, l'un renforce l'autre. Il est certain qu'au début, restez assis pendant 3-4 minutes, vous aurez des pensées intrusives, c'est normal, le cerveau est programmé pour penser tout le temps. Mais petit à petit, on va pouvoir, en se focalisant sur la respiration, arriver à laisser passer ses pensées et pas me forcer. Il faut surtout pas que je pense ça. Je veux dire, si on demande à tout le monde de réfléchir, surtout ne pensez pas à un ours polaire blanc, quoi. Je veux dire, tout de suite on le voit dans la tête. Donc c'est justement l'objectif de ces pratiques-là. Et puis c'est un peu comme un muscle finalement. Plus on fait, plus on sollicite, plus on a l'habitude, plus c'est facile. Absolument. Plus on pratique la cohérence cardiaque, plus c'est facile à faire, et plus c'est facile à y revenir si on a arrêté de le faire un jour. D'accord. Alors on poursuit, cohérence cardiaque et des personnes qui seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Si c'est difficile pour ces personnes de faire 5 minutes, de réaliser 5 minutes d'exercice de cohérence cardiaque, est-ce que 1 minute, ça peut suffire déjà pour conduire à des résultats, à du calme, de la gestion des émotions? Alors ça a été essayé plusieurs fois. Il serait logique que la maladie d'Alzheimer réagisse à la cohérence cardiaque. Il n'y a pas de publication, mais encore une fois, la cohérence cardiaque va être en déficit de publication, faute de personnes qui s'y intéressent. Mais c'est vraiment en train de changer.
La maladie d'Alzheimer est en partie aussi un problème de déficit ou de métabolisme de l'acétylcholine. Et 1 minute, c'est mieux que rien. 1 minute et demie, c'est mieux qu'une minute. Donc, chaque minute est gagnée. Et là, c'est vraiment chez ces personnes-là, si on a un moyen en accompagnement, c'est autant que possible, faire juste un petit recentrage, on va équilibrer ce système adrénergique, acétylcholinergique, qui sont antagonistes, et on a un effet sur la maladie d'Alzheimer. Mais je n'ai pas encore de publication là-dessus. Très bien, en tout cas, ça peut être que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique. Alors je reviens sur le livre Intuition. À un moment donné, tu dis dans le livre que un des cerveaux que l'on a dans le corps humain, tu considères que le cœur est un cerveau. Je voudrais qu'on en discute un petit peu. Le cœur est un cerveau. Mais je crois même dans le livre que j'ai mis, c'est notre 7e cerveau. Septième cerveau, oui. C'était la page 103. Ah oui, voilà. Parce que j'ai une formation en entreprise, un atelier en entreprise d'une journée sur l'aide à la prise de décision non raisonnée. Et c'est vrai que je commence par tous les cerveaux que nous avons dans notre corps. Bien sûr, le cerveau-cerveau, les cerveaux droit, cerveau gauche, d'après MacLean, le reptilien, le limbique et le cortical. Toutes ces notions sont parfois controversées aussi, mais ça me permet de faire un tour de tout ce qui a été mentionné sur le cerveau. Bien sûr, nous avons le cerveau entérique, c'est-à-dire digestif, le gut brain, c'est ressenti dans les tripes. Et puis il y a le cœur, qui moi je mettrais en 2e position, je mettrais le cerveau entérique en 3e. Le cœur est véritablement un cerveau, le sinus auriculaire, c'est 40 000 neurones, une densité plus importante que dans le cerveau. 300 neuropeptides sont sécrétés par le cœur lui-même de façon endogène. Le cœur sécrète lui-même des neurotransmetteurs de la même façon que toutes les autres cellules nerveuses. Le cœur sécrète lui-même des messagers hormonaux. Et le cœur est, je ne veux pas dire indépendant, mais est extrêmement réactif aux émotions directement. D'ailleurs, lorsqu'on reprend les textes égyptiens, les Égyptiens embaumaient les cadavres, ils vidaient le cadavre de tous les viscères sauf le cœur, qui était gardé, parce que le centre, c'était l'âme, et c'était le centre. Et c'est vrai que le cœur, c'est pas que du romantisme, le cœur a véritablement une fonction neurorégulatrice, il est au centre de la gestion de l'énergie comme les poumons, et il gère l'énergie, et le cœur même pour nous, quand par exemple on trouve un objet pour un enfant, par exemple un stylo, à qui est ce stylo, l'enfant il dit il est à moi, il dit non, il est à moi, et on a le cœur, il est directement au centre de notre, au centre de l'être. Et le cœur s'adapte en permanence par son irrégularité, par ses accélérations, ses ralentissements. Il s'adapte à l'environnement. Le cœur est vraiment la base de notre système d'adaptation. Magnifique, hein, le corps humain. Ah oui. Alors, parlons un petit peu maintenant d'apprentissage et mémorisation. Tu dis que la compétence, c'est l'équilibre entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et ma question est, est-ce que pour apprendre mieux, pour mémoriser plus durablement, la cohérence cardiaque, pour ce faire, peut nous aider? Oui, tout à fait. La mémorisation dépend de 2 hormones et neurotransmetteurs parasympathiques, acétylcholine et DHA. Et d'autres aussi, mais enfin, on a déjà besoin d'un certain calme, parce que lorsqu'on est dans un environnement stressant, en mode alerte, on est en mode réflexe, pas en mode réflexion. C'est beaucoup plus rapide. On a dans le cerveau une voie rapide, une voie lente qui s'appelle le circuit lent ou rapide de Papez ou Papé. Et c'est-à-dire lorsque quelque chose est urgent, c'est très rapide, c'est du réflexe. C'est de la programmation reptilienne. Et donc on a besoin d'un certain calme pour passer en mode réflexion et en mode analyse. Et là, la pratique de la cohérence cardiaque, en faisant baisser le niveau des ondes cérébrales en ondes alpha, favorise l'apprentissage et la mémorisation. Et le niveau réflexe va entraîner des mémorisations de type flashbulb, c'est-à-dire vraiment instantané. Il faut qu'il y ait une grosse émotion associée pour s'en souvenir. Par contre, la cohérence cardiaque, en abaissant, en augmentant son niveau d'attention mais calme, va améliorer l'apprentissage. C'est passionnant. Tu viens de parler d'état alpha. L'état alpha, oui. Moi qui pratique l'hypnose, bien évidemment, si vous pratiquez l'hypnose, vous voyez de quoi on parle. Donc quand on fait de la cohérence cardiaque, on retrouve également un état alpha? Oui, plus le ratio d'onde alpha sur les autres ondes est plus rapide et est élevé. Et moi je recommande aux personnes qui utilisent l'hypnose d'induire une induction ou de faire précéder une induction, la transhypnotique ou de la séance, par une pratique d'1 ou 2 minutes de respiration synchrone. On se met tout de suite au centre. Et en temps gagné, c'est assez impressionnant
doivent commencer tout de suite dans un état intermédiaire. Absolument, hein, que ce soit les sophrologues, les hypnothérapeutes, relaxologues, n'hésitez pas à utiliser la cohérence cardiaque. Moi, c'est une induction respiratoire, notamment que j'utilise avec cette fameuse respiration bougie dont vous avez peut-être entendu parler, mais en tout cas, ça accélère l'induction et le patient passe en état alpha assez rapidement et en plus durablement et c'est vraiment très efficace. Hein, et je pense que ça potentialise en plus la réception des suggestions qu'on va émettre à la personne, à l'inconscient, comme on dit. Mais moi, je l'applique à tous les intervenants professionnels, à toutes les personnes qui travaillent avec quelqu'un, de faire précéder toute pratique, mais quelle qu'elle soit, d'une simple synchronisation respiratoire qui va d'abord être efficace à titre individuel des deux personnes, mais aussi va entraîner une sorte de synchronisation et d'alliance thérapeutique entre les deux. Et ça prend 1 minute, c'est 6 respirations, et c'est quand même assez intéressant chaque fois qu'on veut faire quoi que ce soit avec quelqu'un. 6 respirations minutes, 3 fois par jour. Mais là, ce sera 6 respirations 1 minute, c'est du recentrage. Mais après, le 3-6-5, c'est la pratique de base qui va faire qu'on a plus de facilité à venir quand on va aller puiser dans cette ressource pour faire parfois 1 minute, pour faire parfois 3 respirations. Mais ça marche mieux si on a une pratique de base qui est une ressource et de temps en temps on va puiser dans cette ressource. Bon, super, la cohérence cardiaque. Moi je pense pour l'instant c'est bien. Je pense aussi. Ouais. Vous avez d'autres vidéos là que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Vous avez un lien qui vous mène à ces vidéos. Page 192 du livre Intuition, tu parles de reconnaissance. Tu dis que c'est un outil très puissant à développer, la reconnaissance, qu'il est aussi très simple à pratiquer. Le mot reconnaissance est pris au sens de la gratitude, mais aussi de validation. Je reconnais que ta formation est excellente et vraiment du fond du cœur. Je ressens de la gratitude et merci pour cette formation, cette interview. Un grand merci. Merci à toi, David. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.